Bonsoir à tous, l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire aujourd'hui, un jeune pilote prometteur, bon sang ne saurait mentir. Dans la famille Leclerc, il y a Charles, mais il y a aussi Arthur. Après un week-end où il a enchaîné les belles performances, le voici en tête du classement du championnat de Formule 3 régional. Il sera notre premier invité. Le Salon du Livre a rassemblé des dizaines d'auteurs dans le tunnel Riva. Une très belle édition comme un pied de nez à la crise. Le public a pu rencontrer des auteurs locaux et d'autres venus d'un peu plus loin, comme Antoine Léris. Il avait écrit ce texte devenu référence « Vous n'aurez pas ma haine » après la mort de son épouse lors de l'attentat perpétré au Bataclan. Il nous racontera comment il s'est reconstruit à travers notamment l'écriture. Comme chaque samedi, la chronique littéraire de Céline Sabine, conservateur adjoint de la médiathèque. L'apprentissage du respect de l'environnement commence dès le plus jeune âge. Les petits élèves de Monaco bénéficient d'un précieux outil, une aire marine éducative, pour adopter les bons réflexes vis-à-vis des mers et des océans. Reportage à suivre. Et pour débuter, nous retrouvons Frédéric Elliot pour un point général sur les autres grandes informations du jour, à commencer par la remise des lettres de créance du nouvel ambassadeur de Monaco en Autriche. Frédéric Labarrère a remis mercredi ses lettres de créance au président fédéral de la République d'Autriche, Alexander Van der Bellen. La cérémonie officielle s'est déroulée au sein du palais impérial de Hofburg à Vienne. Le président autrichien a réaffirmé les ambitions écologiques de son pays dans les décennies à venir, notamment par la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2040. De son côté, Frédéric Labarrère a exprimé sa volonté de renforcer et d'approfondir les liens traditionnellement étroits et amicaux entre la principauté de Monaco et la République d'Autriche. Une semaine après le passage de la tempête Alex, la mobilisation se poursuit à Monaco. Oui Patricia, nous vous l'avons annoncé cette semaine sur notre antenne, le 5e e-rallye Monte-Carlo est annulé en raison des intempéries. L'Automobile Club de Monaco a souhaité lui aussi se mobiliser. Une vingtaine de commissaires est partie ce matin vers la Bolène-Vésubie et Breil-sur-Roya pour distribuer des équipements de première nécessité. Je vous propose d'écouter le commissaire général de l'ACM, Christian Tornator. Il est au micro d'Émilie Rousseau. On a pensé, je pense que c'est la moindre des choses, qu'on puisse aller aider les populations qui sont parfois nos parents, en tout cas ce sont nos amis, dans les vallées qui nous accueillent habituellement pour les épreuves routières des différents rallyes. Et c'était tout à fait humain qu'on puisse les aider parce que ce sont, comme je vous le disais, des amis. Alors c'est important et on a convaincu nos amis commissaires aussi de participer à cette distribution. C'est du matériel essentiellement parce que je pense que les moyens financiers nous dépassent, mais en tout cas on a du matériel dans tous les véhicules qui partent aujourd'hui sur 3 communes de l'arrière-pays. 7 voitures sont donc parties ce matin de Monaco pour l'arrière-pays. L'Automobile Club de Monaco soutiendra dans les prochains jours la commune de Tende, elle aussi fortement touchée par les intempéries. La Formule 1 reprend ses droits ce week-end avec les qualifications du Grand Prix Eiffel. Et encore une pole position pour Mercedes, Patricia, mais cette fois-ci, c'est Valtteri Bottas qui a impressionné sur le tracé du Nürburgring en signant la pole position, plus de 2 dixièmes devant Lewis Hamilton. Max Verstappen s'élancera en deuxième ligne devant un excellent Charles Leclerc qui hisse sa Ferrari à la 4e place de ses qualifications. Son coéquipier Sébastien Vettel partira lui 11e sur la grille dimanche. Départ du Grand Prix à 14h10 demain. Et la transition est toute trouvée alors que son grand frère s'illustre en Formule 1. Arthur Leclerc suit le même chemin. Le plus jeune de la fratrie Leclerc a été recruté par la Ferrari Driver Academy et il est désormais leader du championnat de Formule 3 régional. Le week-end dernier, il a enchaîné 3 victoires consécutives. Bonsoir Arthur Leclerc. Bonsoir. Quel week-end! Vous vous êtes remis de vos émotions ou vous gérez cela avec beaucoup de flegme? Non, c'était un week-end assez intensif. Les conditions, elles n'étaient pas faciles. Donc voilà, je suis super content. Honnêtement, la course 2 avec 2 pit stops, on n'est pas habitué à ça. Donc non, c'était assez difficile et super content d'avoir gagné. Alors, pour le grand public, on va quand même tenter donc d'expliquer les choses. Vous êtes donc en tête du championnat de Formule 3 régional. C'est un championnat qui se déroule majoritairement en Italie? Oui,
Principalement en Italie, il y a 2 courses hors de l'Italie, donc qui est Red Bull Ring et Barcelone. Avant, on disait de la Formule 3000 qu'elle était l'antichambre de la Formule 1. Aujourd'hui, je crois que c'est la Formule 2. Mais de plus en plus, les écuries mettent en quelque sorte une option sur leur poulain. C'est votre cas avec Ferrari. Intégrer l'académie si jeune, c'est déjà très prometteur. C'est une filière qui est montée pour aller le plus haut possible, reliée avec la Scuderia Ferrari. Mais voilà, oui, c'est sûr que c'est spécial d'être dedans. C'est un rêve de tout petit. Et puis d'être en F3 FIA, ensuite de faire step by step jusqu'à la F1, c'est l'objectif. Alors, comment vous préparez-vous au quotidien pour cette saison donc, qui est en cours? C'est pas facile avec les restrictions avec ce virus. Donc la Ferrari Driver Academy, ils essayent de mettre tout en place pour qu'on soit préparé le mieux possible. On habite à Maranello, on fait pas mal de sport, pas mal de mental training aussi à côté. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on se prépare avant les courses. Avant chaque week-end, on a les meetings avec les ingénieurs. Et puis pour être le mieux préparé possible quand on est sur la piste. Donc là, il y a eu plusieurs courses le week-end dernier. Quelle est la prochaine étape pour vous, immédiate? C'est la semaine prochaine à Monza. Arthur, difficile de ne pas parler de votre frère, Charles. C'est un modèle pour vous? C'est plus mon frère qu'un modèle, donc c'est pas vraiment pareil. Je le vois toujours comme un exemple, comme mes 2 frères dans tous les cas. Maintenant, il fait des choses quand même assez incroyables, donc c'est sûr que oui, ça me pousse encore plus à être meilleur dans le sport que je fais, à pousser pour être le meilleur pilote au monde, c'est mon rêve. Et puis voilà, j'y travaille et puis step by step. Il vous conseille? C'est très compliqué parce qu'il n'a jamais roulé dans cette voiture et puis il n'est jamais sur les week-ends de course. Donc il essaye de venir le plus possible, mais c'est toujours très compliqué quand on n'a jamais roulé dans une voiture de conseiller. Le principal conseil qu'il me donne, c'est de bien travailler avec le team parce que c'est là où le boulot se fait et puis c'est un peu le secret de la réussite. Vous allez avoir 20 ans dans quelques jours, le 14 octobre, 2 jours avant Charles d'ailleurs. On vous souhaite le même parcours que votre frère pour les mois, les années qui viennent. Les prochaines années, pour l'instant, c'est très compliqué d'y penser. Je suis assez concentré sur la saison pour l'instant. Je ne pense pas qu'il faut se projeter trop loin dans ce sport, surtout dans ce sport. Pour l'instant, je suis juste concentré sur Monza, essayer de faire le meilleur boulot possible avec le team et puis ensuite on verra dans les années à venir. Très bien, merci Arthur. Et un petit clin d'œil aussi au 3e frère, Lorenzo, qui je le sais veille lui aussi au grain et qui a rendu possible cet entretien. Une bien jolie fratrie. Merci Arthur. Merci beaucoup. Elle se trouve au pied du rocher, du côté de la nouvelle digue et s'étend jusqu'au musée océanographique en passant par la zone des pêcheurs. L'aire marine éducative a reçu récemment la visite de plusieurs élèves. Sandrine Nègre et Olivier Bonello les ont suivis. Voici leur reportage. En fait, l'aire marine éducative, c'est quelque chose qui veut protéger la planète et enlever des déchets de la mer. On nous a demandé surtout de regarder là où on allait travailler et de faire des idées pour comment on pourrait améliorer ça. Ils sont motivés. Cette année, la classe de 7e A de l'école de Fontvieille prend le relais. Ils vont ainsi en savoir plus sur cette aire marine éducative et qui comprend 6 écosystèmes, un beau projet qui poursuit plusieurs missions. Sensibiliser les enfants, ça c'est évident, de les rendre responsables de leur site, puisque ça devient leur maison pendant 1 an, puis ça restera leur maison toute leur vie à mon avis. Et puis en même temps, de leur apprendre véritablement en quoi consiste la protection de l'environnement. Ce sont de vrais acteurs. Donc là, ils ont déjà fait quelques constats, ils ont déjà quelques idées par rapport à ce qu'ils ont observé depuis 1h30 à peu près. Et effectivement, tous les élèves ont été attentifs et ont fait part de leurs observations. On a regardé toutes sortes de déchets. Il y a un pêcheur qui a ramassé un déchet avec sa canne à pêche. Et du coup, après, il l'a pris, il l'a mis dans son sac pour après la jeter à la poubelle et faire les tri. On a vu beaucoup de déchets et beaucoup de méduses. Si les pêcheurs n'écoutent pas les fils dans l'eau. Au cours de cette matinée, des connaissances scientifiques sont aussi apportées par cette biologiste marine. Que nous, on a beaucoup constaté. On a essayé de mettre en place des choses, notre génération. Et les enfants, eux, ils vont concrètement faire des actions pour corriger un petit peu ce que nous, on n'a pas très bien fait avant.
Tout passe donc par l'observation, tout est noté avec attention. Prochain rendez-vous en classe pour faire le point. Quel succès pour le Salon du Livre de Monaco, alors que la plupart des manifestations de ce type ont été annulées en raison de l'épidémie de Covid. Les organisateurs monégasques ont redoublé d'efforts pour assurer la pérennité de l'événement et ce ne sont pas moins de 70 auteurs qui ont pris part au salon dans le tunnel Riva. Parmi eux, Antoine Léris, son cri du cœur quelques jours après l'attentat du Bataclan avec cette tribune « Vous n'aurez pas ma haine » avait bouleversé l'opinion publique. Son épouse fait partie des victimes de la fusillade. Le journaliste et écrivain est notre invité. Bonsoir Antoine Léris. Bonsoir. Nous recevions hier Bernard Werber et nous lui avions posé la question en anticipation, mais là nous y sommes. Cela fait du bien de pouvoir retrouver le contact avec les lecteurs, avec le public et plus généralement le monde de l'édition à travers ce type de manifestation, car peu de salons ont été maintenus. C'est vrai que c'est difficile pour tout le monde. On a encore la chance, lorsqu'on écrit des livres, que les librairies soient ouvertes et que les gens aient encore l'appétit de la lecture. Je pense par exemple au spectacle vivant ou au cinéma, ça reste encore plus compliqué que pour les gens qui écrivent des livres. Ouais. La phrase, bien évidemment, qui revient dans chaque interview que l'on associe à votre nom, Antoine Léris, c'est « Vous n'aurez pas ma haine ». Cette phrase prononcée peu après les attentats de novembre 2015, au cours desquels votre épouse est décédée. C'est difficile ou cela reste une grande fierté d'être associé de façon indélébile à ces mots? Alors écoutez, c'est ni l'un ni l'autre. C'est mon chemin, c'est ma vie. Ça s'est passé presque par hasard puisque cette phrase et ce premier texte sont sortis en quelques minutes. Mais dans le fond, je ne me pose pas la question de savoir si c'est positif ou si c'est négatif, si c'est difficile à vivre ou pas. C'est simplement ma vie et je continue mon chemin avec cette phrase à mes côtés, parfois plus loin de moi, parfois plus proche, mais sans aucun questionnement par rapport à elle. Vous comprenez et acceptez que lorsque l'on pense à vous, l'on ait terriblement envie de vous demander si vous allez bien, comment grandit votre fils, que, voilà, que le grand public ait cette tendresse à votre égard. Alors en général d'ailleurs c'est pas tant moi, c'est comment va votre fils. Alors je peux vous dire tout de suite, il va bien, il est rentré en CP, il grandit, c'est devenu maintenant un grand garçon et non ça me dérange pas du tout. Et d'ailleurs, le deuxième livre que j'ai écrit, La vie après, qui racontait nos quelques mois après, c'était aussi pour donner des nouvelles et dire vous inquiétez pas pour nous, on va bien. Et c'était aussi un moyen pour moi de clore ce chapitre et de dire bon, bah, maintenant on va se ranger nous dans notre vie à nous, plus anonyme. Moi, je continuerai à écrire de la fiction, mais j'écrirai sur d'autres que moi ou nous à partir de maintenant. Oui, j'allais y venir. La vie d'après, votre dernier ouvrage paru l'an dernier, c'est effectivement un livre personnel sur votre travail de deuil ou un témoignage aussi peut-être pour partager votre expérience? Alors en fait, c'était, c'est étrangement, alors que ça n'en parle pas, un livre sur l'écriture. C'est-à-dire, j'ai écrit ce premier livre qui a marqué les esprits et en fait, je me suis rendu compte à mesure du temps et notamment en voyant sur scène incarner mon livre, je me suis rendu compte qu'on était devenus, que ce père et ce fils étaient devenus en fait des personnages. Et ce deuxième livre raconte comment j'accepte qu'ils sont des personnages et comment ils nous permettent, en étant des personnages, de nous réapproprier notre propre vie. Vous êtes journaliste, Antoine Léris. L'actualité nous ramène constamment au terrorisme, aux attentats. Depuis quelques semaines, le procès des attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercacher occupe la une des journaux avec beaucoup de témoignages bouleversants. Cela vous ramène à ce que vous avez vécu ou vous préférez zapper ? Nécessairement, ça me ramène à ça, mais à la fois, ça me fait plonger aussi dans la souffrance qu'ont vécu les autres, dans la réalité de ce qu'ont vécu ceux qui ont été aussi victimes d'attentats collatérales ou directement touchés. Et quelque part, ça permet aussi de partager quelque chose, d'avoir une forme de communauté de destin qui ne me renvoie pas qu'à quelque chose de négatif. Avec Vous n'aurez pas ma haine, au-delà du texte qui nous a tous marqués, il y a ce message d'une force inouïe. La haine ne vous a jamais rattrapé? Elle est toujours là, pas loin. Et parfois, je cède à la colère, bien sûr.
Elle est toujours là, pas loin, mais le texte ne disait pas je n'en ressentirai pas, mais disait je ne la laisserai pas me dominer. Je ne me laisserai pas dominer par ce sentiment-là. Mon chemin ne sera pas ce chemin-là. Et jusqu'ici, j'arrive à la dominer encore, ouais. Et l'écriture reste au cœur de votre vie? C'est un Oui. exutoire ou c'est une compagne? Alors c'est à la fois un ennemi parce que l'écriture est complexe. L'écriture vient quand vous y attendez pas, elle vous emmène sur des sujets que vous n'avez pas forcément envie d'évoquer. Elle est à la fois une maîtresse, à la fois il faut réussir à la dompter. C'est une relation très compliquée, c'est un animal sauvage l'écriture. C'est très difficile à réussir à maîtriser, c'est très difficile à vivre. Quand on se laisse complètement pénétrer par ça, en toute transparence, quand on enlève tous ces filtres pour essayer de donner des émotions vraies, c'est une compagne enfin, je m'en méfie un peu autant que j'aime la savoir près de moi. Voilà. Une jolie conclusion. Antoine Léris, merci d'avoir Merci répondu à à nos questions à l'occasion de votre venue au Salon du Livre de Monaco. Merci. Merci. Elle se plonge justement chaque semaine dans un nouvel ouvrage pour nous. Céline Sabine nous présente son coup de cœur littéraire du jour, une œuvre autobiographique qui fait partie des incontournables de la rentrée littéraire étrangère. Ce que je ne veux pas savoir est le premier volet de l'autobiographie de la dramaturge et poétesse anglaise encore méconnue en France, Deborah Levy. Elle se remémore son enfance en Afrique du Sud et notamment l'emprisonnement de son père, un militant contre l'apartheid. Elle se rappelle également l'exil familial en Angleterre, son adolescence et cherche à comprendre comment tous ces lieux ont été des marqueurs décisifs dans son parcours. Dans un style plein de fraîcheur, de vitalité, de sensibilité, mais pas dénué de mélancolie, Deborah Levy témoigne de ce qu'est être une femme écrivain au XXIe siècle. En effet, dans la droite lignée de Virginia Woolf, Marguerite Duras ou encore Simone de Beauvoir qu'elle cite, elle s'interroge sur la place des femmes, leur émancipation et, comme on lui a expliqué toute petite, une fille doit parler haut et fort car personne ne l'écoute. Mais Deborah Levy, elle, a choisi d'écrire. Le chapitre culturel, toujours, de la littérature à la musique, avec un concert de l'OPMC dimanche à l'Auditorium Régnier 3. Oui, à Mes sentiments russes, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo vous propose un dimanche romantique dès 18h avec deux grandes œuvres incontournables, le deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff et la cinquième symphonie de Tchaïkovski. Un grand moment musical avec le pianiste Simon Trepsky et le chef d'orchestre Christian Matchelarou. Au Yacht Club de Monaco, une soirée solidaire au profit de la recherche médicale. La fondation ARCEP et l'association Défi Voile solitaire en peloton organisée hier au Yacht Club de Monaco, une soirée dans le cadre du CEP Tour. Le départ de cette aventure a été donné à Saint-Malo pour une succession de 12 étapes et une arrivée en principauté donc. L'objectif, sensibiliser le public à la sclérose en plaques, permettre la rencontre entre malades, les faire naviguer et collecter des dons au profit de la recherche. Parmi les invités, des membres du gouvernement, des neurologues spécialisés CEP et le skipper de l'association. Suite au cocktail d'hier soir, des balades sur un trimaran seront proposées ce week-end. Les prévisions météo à présent, quelle tendance pour dimanche, Frédéric? Le temps va se dégrader, Patricia, dans la nuit de samedi à dimanche. Des averses sont prévues le matin. L'après-midi, le ciel sera toujours bien chargé avec un peu de pluie et quelques éclaircies par endroits. Côté thermomètre, il fera 13 degrés le matin et 15 l'après-midi. Il se fera rare, mais le soleil se lèvera à 7h39 pour se coucher à 18h54. Dimanche 11 octobre, nous fêterons les Firmins. Merci. Demain, c'est Yann-Anthony Nogues que vous retrouverez pour une nouvelle émission, un magazine hebdomadaire, 19h dimanche, autour d'une grande thématique de société. Demain, l'éducation. Quelle école pour nos enfants? Avec pour invité Isabelle Bonal, directeur de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et la diffusion d'une enquête sur les modèles singapouriens et finlandais. Et tout de suite, la série de photos de fin d'édition avec un retour sur le Salon du Livre 2020 et les clichés de Manuel Vitali. Très belle et douce soirée à tous.